Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci d'être là, merci de nous suivre, merci de partager notre contenu, de commenter, de nous envoyer des messages. Ça fait vraiment chaud au cœur. Allez-y vous abonner sur notre chaîne YouTube. On apprécierait ça énormément. Et évidemment, de nous suivre sur tous les autres réseaux sociaux. On est littéralement partout. Facebook, Twitter, Instagram, toutes les plateformes audio où vous aimez télécharger vos podcasts préférés. On est là. Donc, allez nous suivre et vous abonner. Salim, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Les premiers flocons de neige. Alors, je suis chanceux, j'ai eu à peine le temps de changer mes pneus d'hiver hier. Donc, quel timing. Moi, je sais même pas c'est quand. Je pense que c'est la fin du mois de novembre. Parce que normalement, la neige, on est habitué à la voir, surtout les 2-3 dernières années, vers la mi-décembre, dans les 20 décembre. Cette année, ça nous a surpris un peu. Mais là, tu as jusqu'au 1er décembre, là, donc dépêche-toi. C'est vrai. Non, c'est déjà booké, c'est pour la fin novembre. Moi, j'ai procrastiné totalement pour ma cour arrière. La piscine n'est pas encore fermée, les choses sont toujours en arrière, la table, les chaises. Puis je sais pas quand je vais faire ça, mais je vais m'y mettre, j'espère, bientôt. On va passer aux nouvelles parce qu'il y a quand même des choses qui se passent au Québec. Cette semaine, il y a eu la mise à jour économique du ministre des Finances, M. Girard. La mise à jour économique, évidemment, c'est quelque chose qui est normal. Tu sais, vers la fin de l'année, il y a toujours une mise à jour juste pour qu'on puisse savoir où on se situe et si les projections qui ont été faites ont été bonnes. Puis, au Québec, ça n'a pas l'air que ça va si bien que ça. Disons que ça va pas moins bien qu'ailleurs. Hein? Donc là, c'est sûr qu'on est dans une croissance qui est quasi zéro. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de prudence et je pense que c'est le message du gouvernement dans le cadre de cette mise à jour économique. Donc, prudence. Mais tu sais, moi, j'ai envie de te dire que d'un point de vue ou d'un œil politique, ce qui est intéressant de soulever par rapport à cette mise à jour économique du ministre Girard, c'est que en 50 pouvoirs, c'est la première fois que la CAQ est dans une situation où elle doit gérer des finances publiques difficiles, compliquées. Là, je m'explique un peu. Là. Tu sais, quand la CAQ s'est fait élire en 2018, est arrivée au gouvernement avec des surplus de plusieurs milliards qu'avait laissé l'ancien premier ministre Philippe Couillard, qui avait fait le ménage dans les fonctions publiques, dans les finances publiques, dans les finances publiques, et donc qui avait laissé une situation financière saine au gouvernement qui lui a succédé. Ensuite est arrivée la pandémie, où bien sûr là, disons que les gouvernements avaient cessé de compter parce que il fallait passer à travers cette crise hors du commun. Et là, maintenant, on est dans une situation qui est un peu différente, une situation où, là, il faut recommencer à penser plus sérieusement à la gestion des finances, à leur impact sur nos capacités de payer, sur nos budgets annuels, sur nos services, sur le degré d'imposition, sachant que la CAQ s'est toujours positionnée comme le gouvernement qui veut réduire le fardeau fiscal des Québécois. Alors, évidemment, on est dans un contexte plus particulier. Donc, c'est la première fois en 5 ans que la CAQ est dans une optique où elle doit faire plus attention. Et en plus, ça coïncide avec la négociation, ou les négociations, devrais-je dire, dans le secteur public, c'est-à-dire les négociations des conventions collectives dans le secteur public. Et on s'entend que ça va pas bien là-dessus aussi, mais je suis d'accord avec toi. Puis,
j'allais dire c'est normal. C'est pas normal, mais il faut prendre en considération toutes les crises qui se sont déroulées pratiquement en même temps. On a eu la pandémie, ensuite maintenant il y a l'inflation, il y a une crise du logement, il y a plein d'affaires qui sont arrivées quasiment en même temps. Et le contexte économique aussi a changé beaucoup. Donc, moi, quand je vois le ministre nous dire que la croissance économique qui a projeté pour l'année prochaine, on le coupe à moitié, c'est quand même alarmant. Puis ça met en contexte un peu la capacité qu'on aura comme gouvernement de s'affronter à ces nouveaux défis-là en termes de finances publiques. Donc moi, je comprends parfaitement les oppositions. Elles font leur travail, évidemment, de dire que, tu sais, ils ont reçu plein d'argent, puis là, il n'y a rien, on est dans le rouge, puis c'est la job qu'ils doivent faire, puis bravo qu'ils la font. Mais comme tu as mentionné, au niveau du gouvernement, tu as absolument raison à 100%. C'est peut-être la première fois où le gouvernement doit s'asseoir et vraiment faire ses calculs parce que il n'y a pas trop de marge d'erreur. Mais exactement. En fait, il n'a pas de marge. Il n'a plus aucune marge et il n'y a plus rien qui justifie non plus les certaines libertés qu'il a prises dans le passé, notamment dans le contexte de la COVID. D'ailleurs, ça se ressent aussi dans les offres patronales que le gouvernement a émises aux syndicats de la fonction publique, le Front commun et les deux autres grands syndicats qui sont la FIC, donc qui représente les infirmières, et la FAE qui représente une grande partie des enseignants. Et donc, évidemment, ça se perçoit, ça se sent là-dedans. Et puis d'ailleurs, je crois que qu'à un moment donné, le gouvernement va pas être en mesure de continuer de formuler des offres qui vont être refusées. C'est sûr qu'on est dans un contexte actuellement, évidemment, on parle d'inflation. Évidemment, on parle aussi de personnes dans la fonction publique qui parfois, souvent, travaillent très fort et qui méritent d'être rétribués convenablement. Et ici, notamment, on parle des infirmières, on parle des enseignantes. Et c'est un contexte qui est quand même très compliqué, mais on voit quand même que le gouvernement fait un certain nombre d'efforts. Je crois qu'il n'y a pas eu de contre-proposition. Au moment où on se parle, il n'y a pas eu de contre-proposition de la part des syndicats depuis le début du mois. Mais tu trouves pas ça un peu étrange que... Et là, je rejoins un peu la ministre Lebel je lui donne raison parce qu'on a présenté l'offre du gouvernement et en dedans de une demi-heure, même pas, on a refusé. Ça a l'air comme s'il y a déjà un objectif que les syndicats veulent atteindre, puis c'est correct, mais prenez le temps de lire. C'est un peu difficile à croire que dans une demi-heure, ils ont eu le temps de vraiment analyser l'offre du gouvernement, de s'asseoir, voir, OK, est-ce que ça fait notre affaire? Non, OK, est-ce qu'il y a des bonnes choses, des mauvaises? Est-ce qu'on peut peser le pour ou contre et revenir avec une proposition? Non, tu sais, dans une demi-heure, là, on s'entend qu'il y avait zéro intention d'accepter l'offre que le gouvernement leur proposait, puis sans vraiment rien lire ou s'informer, ils ont dit non, ça ne nous fait pas retourner à la table. Ouais. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on attend une offre du syndicat ou qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est une bonne question parce que justement, je pense que ça fait 3 ou 4 offres que le gouvernement a formulé. Puis la dernière offre ou contre-proposition, si tu veux, des syndicats, la dernière date je pense, du 6 octobre ou un truc du genre. Bon, c'est à voir. Écoute, d'un point de vue de la perception, là on parle de perception. C'est sûr que ceux et celles qui se sont dit, c'est-à-dire que moins d'une demi-heure après avoir donné la proposition du gouvernement, les syndicats étaient déjà sortis pour dire nous, on n'est pas intéressés, on va commencer à penser à des mandats de grève. La grève a commencé, d'ailleurs. Tu as des enfants, tu as dû vivre ça, toi aussi, en début de semaine. Tu sais, mais tu sais,
Puis là, ça, c'est le reproche récurrent qui arrive lorsqu'on parle des syndicats. C'est qu'on se pose souvent la question, les syndicats, est-ce que ils veulent démontrer à leur base qu'ils font ce qu'il faut pour obtenir des gains de leur employeur, c'est-à-dire du gouvernement, ou est-ce que ils le font véritablement par conviction? Alors, regarde, je ne ferai pas de procès d'intention là-dessus. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais un peu partout. Mais tu sais, c'est sûr que du côté des citoyens, il y a aussi des gens qui vont se poser des questions. Au moment où on se parle, il y a une certaine sympathie. Hein. On parle de peut-être, enfin, je sais plus, là, je me souviens plus des chiffres, là, mais une bonne majorité des Québécois dans la population qui sont sympathiques à la cause de certains travailleurs. Je ne te dirais pas nécessairement de l'entièreté de la fonction publique, mais de certains travailleurs, et là, nommément ceux auxquels avec qui ils interagissent le plus souvent, c'est-à-dire les infirmières et les enseignants-enseignantes. Et dans le cas des infirmières, c'est encore, j'ai envie de dire, plus particulier, si tu veux, parce que c'est des emplois aussi qui demandent des horaires atypiques, qui parfois, c'est des personnes qui font 2 shifts d'affilée, là, 2 shifts d'affilée là, dans des urgences, admettons, là, ou dans des salles d'opération à assister des chirurgiens, etc. Tu sais, on peut pas être insensible à cette réalité-là. Donc, bon, il y a une certaine sympathie. Mais attention, la sympathie, elle n'est pas nécessairement pour tous les métiers à l'intérieur du gouvernement. Et il pourrait y avoir une certaine fatigue à un certain moment donné. Je te dis pas que c'est le cas là, parce que disons que les grèves ont à peine débuté. Hein. Mais à un moment donné, ça pourrait arriver que le retour du balancier soit assez fort. Et qu'il commence à y avoir un peu de perte de sympathie, ce qui serait dommage, ce qui serait très dommage, parce que je crois que l'offre gouvernementale, elle n'est pas irraisonnable. Elle est loin de ce que demande le Front commun et les autres syndicats. C'est quoi qu'ils demandent? Je pense que, de mémoire, là, j'ai pas le chiffre sous les yeux, là, je devrais chercher un peu dans mon téléphone, là, mais de mémoire, je pense qu'ils demandaient quelque chose comme 21-22% d'augmentation sur 4 ans, quand le gouvernement parle de 10,5 sur 5 ans, avec un 1 000 $ qui serait donné, excuse-moi l'anglicisme, upfront aux employés de la fonction publique. Mais est-ce que le gouvernement, par exemple, exprime pas assez bien? Et d'ailleurs, c'est dommage parce que c'est quand même significatif et intéressant. C'est que le gouvernement propose à ce que pour certains types d'emplois, notamment, je te disais, les infirmières qui ont des heures de travail atypiques et qui peuvent se retrouver avec 2 shifts et plus d'affilée, eux autres pourraient avoir accès à plus. Les enseignants, pareil. Mais là, je te dirais qu'au niveau des syndicats, ils aiment moins ça. Ils ne voudraient pas qu'il y ait de traitement différencié de l'ensemble de la fonction publique. Et donc, ils préféreraient avoir un pourcentage plus élevé pour tout le monde plutôt qu'un pourcentage plancher pour tout le monde et certains métiers qui seraient mieux payés. Bon, ça, c'est des choses, regarde, c'est très syndical comme approche. Regarde, je ne veux pas juger, j'ai mon point de vue, je ne veux pas juger parce qu'ils sont là pour faire un travail qui est le leur. Moi, la seule chose que j'espère toujours, c'est que les syndicats ne fassent pas plus de politique que les politiciens eux-mêmes. Bon, ça, T'as l'air sceptique. Ouais, mais les syndicats sont arrivés à un point où je comprends qu'ils sont nécessaires dans certains domaines, mais on s'entend que la politique, maintenant, les syndicats, ça fait partie de leur raison d'être aussi. Moi, j'espère franchement qu'on n'arrive pas à la fin novembre où ils ont annoncé une grève générale illimitée, je pense, fin novembre. Donc, j'espère que d'ici là, il y aura une solution parce que
Ouais, c'est ça. Il y a personne qui veut voir ces gens-là dans la rue, puis c'est des personnes qui travaillent dans les services les plus essentiels qu'on a, tu sais, que ce soit dans les écoles, les hôpitaux, les services sociaux, etc. Donc, c'est ça. À suivre. À suivre. Passons au tramway, une nouvelle toute fraîche de ce matin ou hier soir, en fait. Juste pour mettre la table un peu, c'est un grand projet. Ça fait quoi? Plusieurs années maintenant qu'on en parle du tramway. Il y avait des offres sur la table. Le gouvernement, il semblait pas trop sûr d'apprécier le plan que lui préparait la Ville de Québec, le maire Marchand. Finalement, il y a eu une rencontre hier en après-midi avec le premier ministre et le maire de Québec. Il a été informé que finalement, le gouvernement du Québec allait donner le projet à la Caisse de dépôt et non, parce que je pense que le maire de Québec voulait assumer le contrôle de tout le projet, voulait que la Ville de Québec s'en charge de la construction du projet. C'est encore moins optimiste que ça. C'est-à-dire, ce qu'il a donné à la Caisse de dépôt, c'est pas la réalisation, c'est d'arriver avec une proposition d'ici 6 mois. Donc, on est loin. Alors, effectivement, tu as raison de dire que c'est un gros recul pour un projet dont on parle depuis très, très longtemps maintenant. Écoute, il faut le dire, c'est vrai. Il y a un politicien fédéral qui l'a dit d'ailleurs. Québec, c'est la seule grande ville au Canada qui n'a pas un projet structurant de transport en commun, ce qui n'est pas normal. Mais regarde, loin de moi l'envie ici de défendre un projet. D'abord dans une ville dans laquelle je ne vis pas et une ville d'ailleurs où les habitants n'aiment pas vraiment que les gens de l'extérieur donnent leur avis. Mais par contre, pour y avoir quand même vécu un petit peu, séjourné un peu à l'époque où je travaillais à Québec en politique, et d'ailleurs pour avoir travaillé pour un ministre de la capitale nationale, j'ai quand même envie de te dire que ce qui fait un peu mal au cœur, c'est pas tant, à mes yeux bien sûr, ce qui fait mal au cœur, c'est pas tant l'abandon du projet de tramway que le fait de se dire il n'y en a pas de projet qui se réalise en ce moment à Québec. Tu sais, il y a le 3e lien, il est mort, il est vivant, il est mort, il est vivant, on ne sait plus trop. Là, il n'y a personne qui y croit vraiment à ce 3e lien. Donc là maintenant c'est le tram. Je sais, j'ai rencontré moi plusieurs de mes amis là qui connaissent, qui vivent à Québec, qui connaissent très bien la réalité politique à Québec, qui écoutent la radio, qui y interviennent d'ailleurs aussi à l'occasion. Puis j'ose avec eux. Puis il y en a beaucoup qui disent à Québec le projet de tram était plus si populaire que ça. Je veux bien le croire. Mais il va bien falloir quand même doter Québec d'un système de transport en commun qui a de l'allure. Quel est-il? C'est peut-être pas un tram, mais c'est quoi? Et surtout, peut-on commencer dès maintenant à nous pencher sur la question? Parce que c'est pas normal qu'on soit en 2023 et que Québec n'ait pas un système structurant de transport en commun. Ouais. Mais c'est quoi le problème? Moi, c'est ça que j'ai jamais compris et je suis d'accord avec toi, il va falloir qu'on arrête de comparer Québec à Montréal. C'est 2 villes complètement différentes, avec des populations différentes et organisées de façon différente aussi. Est-ce qu'on veut un tramway? Est-ce qu'on veut un réseau plus élargi de transport en commun, des autobus? C'est quoi qu'on veut à Québec? Et pourquoi c'est si compliqué de trouver une réponse pour dire, c'est ça qu'on veut, puis c'est ça qu'il faut aller de l'avant? D'abord, regarde, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Ouais. En réalité, c'est que on est passé d'un projet qui devait coûter 3,3 milliards de dollars un projet que le maire Marchand évalue à 8,4 milliards de dollars. Et encore, la réalité, c'est que les consortiums privés qui ont fait leurs études
trouvé que le projet de tramway allait en réalité en coûter 12. C'est juste le maire Marchand qui, en l'interne, avec les fonctionnaires de sa ville, etc., et puis d'autres personnes, j'imagine, externes, se sont dit qu'il y avait possibilité de faire des économies si c'était la ville qui était maître d'œuvre du projet. Ouais. Parce que, bien sûr, les firmes de génie et les firmes de transport... Mais on sait comment ça fonctionne. Non, mais elles veulent mais c'est normal, mais c'est des firmes privées, elles veulent faire de l'argent. La Ville de Québec n'a pas vocation à faire de l'argent, donc les marges, les marges bénéficiaires, elles allaient être nulles, et donc c'est une sorte d'économie d'argent pour la Ville de Québec. Bon, il y en a d'autres qui vont te dire, oui, mais est-ce qu'une ville a nécessairement l'expertise? C'est un autre débat. Ouais. Là. Mais toujours est-il que on est passé de 3,3 milliards de dollars, un projet de 3,3 milliards de dollars, à l'époque où le fédéral avait dit qu'il mettrait 40% du projet, à l'époque où le gouvernement du Québec disait aussi qu'il allait supporter le projet, à 8,4 milliards de dollars. Écoute, 8,4 milliards de dollars, on est déjà pas loin du tunnel Québec-Lévis qu'on voulait faire, là, tu sais, et qu'on trouvait extrêmement compliqué et cher à faire à cause de problèmes géographiques et géologiques en dessous du fleuve. Et là, on n'est pas en dessous du fleuve, puis ça coûterait au meilleur des cas 8,4 milliards. Alors, l'argent est le nerf de la guerre. Ensuite, par rapport à déterminer qu'est-ce qu'il faut à Québec, regarde, c'est pas à moi de le dire, je suis pas un expert du tout des transports. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres peut-être avenues à explorer, comme les SRB, donc les espèces de systèmes d'autobus rapides. Peut-être que c'est une option, je ne sais pas, tu sais, ça pourrait être une bonne option, pourquoi pas. Alors écoute, j'ai entendu parler de métro, mais le métro, ça va coûter encore plus cher à mon sens. Mais oui. Fait que honnêtement, je ne sais pas où est-ce que ça va aller, mais je crois que je crois qu'il va falloir qu'à un moment donné, les fonctionnaires de la ville, les fonctionnaires du ministère des Transports puissent s'asseoir ensemble, discuter, les politiciens aussi. Puis, il va falloir aussi attendre la fin des 6 mois que le gouvernement du Québec a mandaté. C'est ça, a donné à la Caisse de dépôt, à la CDPQ Infra, celle qui a mis en place le REM, pour essayer de voir ce qui est faisable avec ça. Si il y a quelque chose de faisable. Puis moi, j'ai comme l'impression que c'est une tactique juste de gagner un peu de temps et de repousser cette conversation-là un peu plus tard. Mais la CAQ n'a pas le choix. Ouais. Je veux te dire, honnêtement, la Coalition Avenir Québec n'a pas le choix. Parce que la Coalition Avenir Québec, au moment où on se parle, n'a aucune réalisation dans la région de Québec. Aucune. Ça fait 5 ans qu'ils sont au pouvoir. Tu vas me dire, oui, mais les réalisations, surtout d'infrastructures, ça prend plusieurs années. C'est pas juste 5 ans. Je veux bien. Mais dans les 5 dernières années, est-ce qu'il y a eu un seul projet qui a été adopté, qui est en cours de réalisation ou quoi que ce soit? Non. Donc, il se pourrait qu'à la fin de 2 mandats de la CAQ, c'est-à-dire de 10 années au pouvoir, qu'il n'y ait rien dans la région de Québec. Puis les gens de la région de Québec sont extrêmement politisés, à comparer avec la moyenne ailleurs au Québec. Et ils vont pas oublier ça, surtout qu'ils vont se souvenir des promesses du 3e lien qui n'a pas eu lieu. Mais déjà, ils ont envoyé un message. Hein? Exactement, ben c'est en plein ça. Ils ont déjà envoyé un message en faisant élire un parti jamais personne qui aurait pensé que le Parti québécois remporterait Jean Talon. Puis clairement, c'est un message clair. Un autre dossier à suivre. On va parler un peu des médias. Et moi, je vais dire honnêtement, nous, on se lance dans un domaine qui est quand même relativement nouveau dans l'écosystème, entre guillemets, médiatique, ici au Canada, les podcasts, les médias plus numériques, etc. Et on voit un peu l'effet que toutes ces nouvelles technologies-là ont eu dans des domaines un peu plus traditionnels. Évidemment, les médias, que ce soit écrits ou à la télévision ou à la radio. Et la réalité
c'est que nous vivons des trains de vie complètement différents que celui de nos parents ou même de nos grands-parents, où à chaque jour, tu sais, ça se passait devant la télévision, où à chaque jour le matin, il fallait prendre le journal pour le lire, ou allumer la radio. C'est pas comme ça maintenant. Ce n'est plus ça la réalité. Maintenant, avec tous les services de streaming qui existent, on regarde même plus la télévision. On est dans la radio, on est dans la voiture, puis on a notre propre playlist avec les chansons. On s'en fout des postes de radio. On est tanné des publicités. Les balados, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire maintenant. Si on veut écouter des opinions, il y a plein d'options qu'on peut aller télécharger et écouter. Et on voit l'impact que ça commence à avoir sur les médias traditionnels. Donc, évidemment, il y a des décisions qui se prennent au niveau fédéral avec tous ces projets de loi-là pour bloquer un peu Meta puis toutes les grandes compagnies. Moi, je suis contre ça. Mais en même temps, la réalité, c'est que on a eu des annonces, par exemple, TVA qui a annoncé la semaine passée, ou c'est la semaine passée, je pense, des mises à pied de plus de 500 personnes. Une restructuration quand même assez importante. C'est 547 postes qui ont été abolis, qui ont été coupés. C'est énorme, mais ça reflète la crise des médias qu'on est en train de vivre actuellement. Une crise de médias qui, regarde, on l'apprend à personne, hein, qui est causée par cette abondance d'accès à l'information qui est hors médias traditionnels. Ouais. Tu parlais de nous comme podcast, mais tu sais, nous, on n'est pas vraiment un média, on est des... Voilà, on est des gérants d'estrade qui aiment la politique. Oh oui, et on en discutant, mais ce que je veux dire... Mais c'est devenu quand même une réalité. Mais oui, il y a de plus en plus de gens qui rentrent chez nous pour voir ce qu'on pense ou d'autres balados. Nous, peut-être qu'on est rien, on est petit, c'est insignifiant, mais il y a d'autres personnalités. Moi, je pense par exemple à un gars comme Peter Mansbridge, qui était le chef d'antenne de CBC pendant je ne sais pas trop combien d'années, puis lui, il a quitté, puis il a son propre podcast. Il y en a plusieurs. Hein, il y en a plusieurs qui, effectivement, qui ont leur podcast. Et qui ont beaucoup plus de crédibilité que nous. Donc, les gens je sais pas s'ils ont plus de crédibilité, mais ils ont plus de notoriété. Ouais, c'est ça. OK. mais ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, bien sûr, c'est les réseaux sociaux, etc. Là, tu sais, les salles de nouvelles se sont vidées à cause des réseaux sociaux. On est dans une ère de l'instantanéité de l'information et de la communication. On est à une ère aussi où les gens décident qu'est-ce qu'ils vont regarder, de ce qu'ils vont pas regarder. Exact. Ils vont c'est sur commande seulement ce qu'ils regardent. Donc, tu sais, on est un peu dans ce contexte-là. Tu sais, on réexpliquera pas tout le contexte qui fait en sorte qu'on vit qu'on vit une crise des médias, mais tu sais, là, tu pourrais me dire, mais oui, mais Salim, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puis en passant, juste avant qu'on revienne à ce qu'on fait, c'est pas juste TVA, c'est pas juste le secteur privé, si on veut, des médias, parce qu'il y a CBC, Radio-Canada, la directrice, ou je sais pas c'est quoi son titre, là, Catherine Tate, qui est sortie dire que même chez eux, il y a des problèmes, qui prévoient des coupures de leurs dépenses d'environ 100 millions de dollars, donc peut-être, possiblement, qu'il y aura des mises à pied là-dedans aussi. Puis ça, pour quelqu'un comme moi ou plein d'autres personnes qui regardent un peu l'état des médias, surtout ceux qui sont financés par les contribuables, parce que c'est ça, CBC, Radio-Canada. Puis on se demande toujours, mais voyons donc, là, avec l'argent que vous recevez, ajoutez à l'argent que vous gagnez des publicités, puis on sait c'est toujours le débat entre des grosses compagnies comme Québecor et le gouvernement. Puis tu as mentionné, je sais pas si on était hors onde, mais qu'il y a un bon argument à faire de ce côté-là parce que ils reçoivent plein d'argent, puis en plus de ça, ils dipent dans les publicités, donc ça prend aussi un peu de l'argent des services plus privés. Mais on se demande, coudonc, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait qu'avec l'argent que vous recevez, en plus de l'argent que vous gagnez sur les publicités, vous ne pouvez pas gérer vos affaires? Encore là, moi, je connais pas la réalité, je suis pas là à gérer leur affaire, mais c'est eux aussi tombent dans cette catégorie-là de victimes de cette crise-là des médias. Ben,
la crise des médias touche tout le monde, dans le public comme dans le privé. Ensuite, bon, effectivement, il y a un certain nombre d'arguments qui font en sorte que des médias privés pourraient se plaindre un peu du traitement concurrentiel favorable aux médias publics. Puis là, nommément Radio-Canada versus Québécois, là, c'est ce qu'on entend le plus à ce niveau-là. Chose certaine, c'est que au-delà de cet aspect-là dans lequel je ne rentrerai pas, il y a quand même un aspect où même les médias publics comme Radio-Canada connaissent les mêmes difficultés lorsque vient le temps, par exemple, pour un consommateur de consommer du Netflix ou de consommer du Crave ou d'autres plateformes de ce genre-là. Au niveau public aussi, ils sont impactés par ça, là, tu sais. Est-ce qu'on est donc d'accord que ce n'est pas nécessairement une question d'argent, ce n'est pas juste une question, on va vous financer pour vous garder vivant, puis... non, c'est pas juste une question d'argent, mais regarde, c'est aussi une question de législation, mais on est aussi là en ce moment face à une législation qui, malheureusement, même si elle est toute neuve, ne fonctionne pas. Alors, je parle de C-18, C-18 qui a institué, si tu veux, ce fonds pour les médias qui fait en sorte que, normalement, lorsque tu es une plateforme qui fait plus de 20 millions de vues, là, si je me trompe revenus, pas. Je pense, en revenus. Ou des revenus. Ouais. C'est en revenus. Je me souviens plus exactement c'était quoi le critère principal, mais je pense que c'était aussi une question d'achalandage, comme Facebook, comme Google, par exemple. Et par exemple, si tu donnes si tu rediriges ou tu donnes accès à du contenu créé par des médias traditionnels, que ce soit de la presse écrite ou de la presse télé ou radio, tu es censé payer une certaine forme de redevance à ce fonds-là. Et ce fonds-là va permettre à financer par la suite les médias. Mais là, voilà, C-18 a été mis en place. Et C-18, les géants du web, qu'est-ce qu'ils ont dit? Google, Facebook. Quand je dis Facebook, en fait, c'est Meta. C'est Instagram et tout le tralala qui va avec. Et on dit ciao, OK. Ils ont dit, nous, on veut pas participer à ce fonds-là. Et par conséquent, on va juste plus permettre le partage d'informations qui vient ailleurs. Alors, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Oui, ils ont le droit. Ce sont des firmes privées. Tu peux pas forcer les firmes privées à payer quelque chose à partir du moment où ils utilisent plus ce contenu-là. Ils ont décidé qu'ils allaient plus l'utiliser, ils allaient plus permettre son partage, et conséquemment à ça, ils n'ont pas à payer. Bon, c'est un peu, on va se le dire, c'est un peu dommage parce que c'est des firmes qui font énormément d'argent et ça pourrait aider nos médias. Alors, la législation, c'est-à-dire la loi C-18, n'est pas mauvaise dans comment elle a été pensée. Mais par contre, on peut juste pas forcer les médias à faire quelque chose qu'ils veulent pas faire. Mais surtout, Salim, que c'est même pas leur choix. Ils sont pas là pour partager des nouvelles puis des articles. C'est les usagers qui utilisent ces plateformes-là à cause de la visibilité qu'ils ont de partager ces informations-là. Donc là, tu as une compagnie comme Meta qui dit, regarde, moi j'ai une plateforme, puis c'est votre choix à 100% de partager vos nouvelles. Puis moi, je me trouve pénalisé parce que moi, je fais de l'argent sur les publicités. Oui, mais les revenus publicitaires de ces grands groupes-là font en sorte que les médias sont perdants au final. Oui, mais je comprends. Mais ça nous ramène à la question suivante. Est-ce que cette tendance-là, c'est quelque chose qui est réversible? Est-ce qu'on se trouve dans une situation où on vit un progrès dans une industrie comme, par exemple, le cheval et la voiture. Tu comprends? Comme le taxi, le Uber. Exact. Non, je comprends ça. À la seule différence, c'est que, tu vois, lorsqu'on parle des médias, on est en train de parler aussi d'un des piliers de notre démocratie. Donc, c'est là que c'est plus grave. Parce que, je m'excuse, tu sais,
pour les chauffeurs de taxi, là, ça a été dur, mais disons que c'est eux autres qui sont touchés. Là, quand les médias sont touchés, je te dis pas que je te dis pas ça genre froidement, comme si c'était pas grave pour les chauffeurs de taxi. Mais je te dis que dans le cas des médias, la disparition des médias, c'est la disparition de la culture, c'est la disparition de la langue, c'est la disparition d'une certaine cohésion et cohérence entre les gens. C'est de l'information qui est, partagée, colportée. Regarde par exemple quand il y a eu les feux de forêt pendant l'été dernier et que les gens n'étaient pas capables de partager des articles sur Facebook. Il y avait des gens qui n'étaient pas au courant dans certains coins du Québec et du Canada, n'étaient même pas au courant qu'il y avait des feux de forêt, qu'il fallait faire attention. Et sans compter tout le côté qualité de l'information qui nous permet de rester une démocratie, de rester une démocratie basée sur des libertés. Regarde, on va pas aller loin. Regarde ce qui se passait avec les médias aux États-Unis. Puis même au Canada, on n'est pas à l'abri de ça. Et ailleurs dans le monde, je veux même pas en parler. Tu sais, c'est terrible. Enfin, c'est pire encore. Donc, c'est là qu'il y a quelque chose de dangereux. Alors, écoute, c'est quoi la solution? J'aimerais pouvoir la donner. Si je l'avais, je crois que peut-être que je serais au gouvernement. mais il y a certainement des solutions. Il y a des solutions, sauf que ça va causer pas mal de dommages à des centaines, sinon des milliers de personnes. Parce que toutes ces compagnies-là médiatiques, ils peuvent innover. Et ils peuvent se dire, regarde, nous, on va créer une chaîne YouTube, par exemple, ou on va créer, je sais pas trop quoi, là, tu sais, des canaux plus numériques pour aller être plus accessibles aux usagers. Ils innovent. Non, mais regarde, d'abord, des plateformes web, ils en ont tous aujourd'hui. Du sur demande. Avant, tout le monde l'avait pas. Aujourd'hui, tout le monde l'a. Ils sont un peu partout. Ils sont un peu partout d'ailleurs. D'ailleurs, ils étaient jusqu'à récemment aussi sur Facebook. Ils avaient des pages Facebook. Si on pense à tous ces médias-là, bon, aujourd'hui, sur Facebook, ça marche plus parce qu'ils ont été bloqués, mais ils utilisaient Facebook pour essayer de... Mais même en utilisant Facebook, à un moment donné, c'était pas ce qui leur permettait de générer des revenus. Ouais. Et c'est là le problème. Mais surtout, ce qu'on constate, c'est que la législation C-18, même si à la base, elle était pensée pour régler un problème, malheureusement, je dis malheureusement, ça n'a rien réglé. C'est-à-dire que les géants du web ont décidé de se retirer et donc ne contribuent pas à ce fonds-là. Donc, on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à discuter, à débattre. On a monté des attentes de certains, on en a déçu d'autres. Pour au final... être au même point. Donc, va falloir autre chose que C-18 pour essayer de régler ça. On va passer rapidement au fédéral parce que dans le dernier épisode, on a parlé un peu de cette décision de Justin Trudeau de reculer sur sa grande promesse environnementale, la taxe carbone, et exclusivement pour les provinces de l'Atlantique. Et ça a causé toute une affaire où on a eu, par exemple, M. Poilievre qui s'est dit, nous, on va présenter une motion pour que ça s'applique partout au Canada, une motion qui a été appuyée par le NPD, à la surprise pratiquement de tout le monde. Puis là, il semble y avoir une pression dans le caucus de Justin Trudeau. Justin Trudeau lui-même, il a dit qu'on ne le répète pas, on ne répétera plus cette pause-là. Excuse-moi. Ailleurs au Canada, il y a le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui a dit, moi, je ne pourrais plus rester ministre si on continue à faire ça. Je vais démissionner. Donc, il y a de la pression là-bas. Et en début de la semaine ou fin de la semaine prochaine, je pense vendredi, parce que l'annonce a été faite jeudi, je pense, puis vendredi déjà, il y avait plein d'affaires qui bougeaient. Il y avait un vieux sénateur libéral qui maintenant est indépendant, Percy Down, qui était l'ancien chef de cabinet de Jean Chrétien, qui est sorti dire que, regarde, il doit démissionner. Tu sais, c'est peut-être le temps de trouver un autre leader au Parti libéral. Excuse-moi.
Ensuite, on a pogné Mark Carney dans une entrevue où il a dit que mais ça m'intéresserait peut-être le poste de premier ministre un jour. Il a lancé ça comme ça. Mark Carney, pour ceux qui se demandent, l'ancien dirigeant de la Banque du Canada, de Londres, et récemment, les dernières années, il travaille au ministère des Finances. Donc, non, il travaille pour un programme d'énergie. il n'est pas au ministère des Finances avec Chrystia Freeland? Non. Ah, je pensais qu'il était là. Bon, en tout cas, il est rattaché au gouvernement. Rattaché, je pense, à un programme de l'ONU sur l'énergie renouvelable, non? Je sais pas. Moi, j'étais convaincu qu'il était au ministère des Finances. En tout cas, à moins que je le mélange avec... avec Michael Sabia? Non. Ouais, ça se peut. OK, ouais, je le mélange. En tout cas, une personnalité quand même remarquable, avec des connaissances vraiment profondes dans le domaine, évidemment, des finances et de la gestion. Et un nom qui a déjà circulé par le passé comme un éventuel candidat à la chefferie du Parti libéral du Canada. Puis là, tout à coup, il dit que ça m'intéresserait. Donc, tout ça, ça se passe. On sait qu'il doit avoir un problème quelque part dans le caucus de Justin Trudeau. Ça fait des semaines, sinon des mois maintenant qu'on en discute, où il y a peut-être de la discorde ou je ne sais pas trop quoi qui arrive dans son caucus. Et hier, un communiqué qui sort du Parti libéral du Canada nous annonçant que ils ont fait la sélection des coprésidents de la campagne électorale. Puis là, tout le monde a dit « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se dirige vers une élection au fédéral? Est-ce que c'est fait exprès juste après toutes ces affaires-là qui sont sorties pour calmer un peu tout le monde et de leur dire que, regarde, Justin Trudeau, il est là pour rester. Calmez-vous, on se prépare déjà pour la campagne électorale, puis ça va être Justin Trudeau, notre leader. » On sort déjà d'un week-end où il y avait leur congrès à Trois-Rivières, je pense. Le congrès de l'aile québécoise. Exactement. Donc, il y a plein d'affaires qui circulent autour de Justin Trudeau, si oui ou non il reste ou il quitte. Puis, c'est ça. J'aimerais attendre un peu de ce que tu penses parce que on a déjà parlé de ça. On a lancé ce gros point d'interrogation. Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il quitte? Est-ce qu'on a des élections bientôt, plus tard? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de chit-chat là, qui se passe autour de Justin Trudeau. Ouais. Écoute, d'emblée, ce que j'ai envie de dire, c'est que être un gouvernement minoritaire, même si tu es appuyé actuellement par le NPD, quand tu es un gouvernement minoritaire, c'est ta responsabilité d'être prêt à aller en élection un peu n'importe quand. Ouais. Donc, moi qu'ils aient des coprésidents de campagne nationale et régionale, je veux dire, ça me honnêtement, c'est pas trop un problème. Même que il y a un certain nombre de députés qui ont annoncé qu'ils ne se représentaient pas. Donc, ça laisse spéculer. Mais ça, c'est normal. C'est parce que tu le sais pas. Tu peux tomber sur un gouvernement pourrait tomber sur un vote de confiance sur le budget, par exemple, en mars prochain. Donc, il pourrait y avoir des élections. S'il y a une motion de censure avant ça, il pourrait tomber aussi. Si le NPD décidait tout simplement de retirer sa confiance et de ne pas respecter l'entente jusqu'à juin 2025, c'est possible. Donc, moi qui se prépare, ça me choque pas trop. Maintenant, la question, genre, est-ce que je pense, moi, personnellement, je suis pas dans le secret des dieux, mais je veux dire, est-ce que je pense, moi, personnellement, que quelque chose se trame? Est-ce que vraiment Justin Trudeau préparerait sa succession ou qu'il y ait des gens qui le poussent dans le dos, etc.? D'abord, moi, je pense, honnêtement, froidement, j'ai envie de te dire, personnellement, il n'y a rien qui me fait penser que Justin Trudeau partirait à court terme ou même ne ferait pas la prochaine élection. Moi, si tu me demandais aujourd'hui de parier s'il va faire la prochaine élection, je te dirais je parierais sans problème sur le fait qu'il va faire la prochaine élection. Et si tu me poses la question, est-ce que je vois une élection à court terme? Zéro. Ouais. Moi, je pense. Moi, au moment où on se parle, j'ai l'impression qu'on va aller au bout du mandat. Ça serait quand même assez fou, hein? C'est-à-dire que tu fais un mandat complet en minoritaire. Je ne sais pas si ça s'est souvent vu. Je pense que Harper l'a fait. Non, complet, non, il l'a pas fait. Non, complet. Il n'a pas fait. Au complet minoritaire, non. Est-ce qu'il a fait assez de temps minoritaire? Oui. Okay. Oui, je sais qu'entre fin 2000...
entre fin 2008 et printemps 2011, ça a l'air d'avoir été long, mais il l'a pas fait au complet. Ouais. Non, il avait bien déclenché les élections avant de devenir majoritaire. Mais tout ça pour dire que moi, je pense qu'il va aller jusqu'à la fin. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui spéculent? Oui. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui aient une certaine fatigue? Oui. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui voient les sondages et avec les sondages commencent à parler, jaser, se préparer et tout? Oui, c'est normal. Maintenant, au moment où on se parle, là, franchement, je ne vois pas même... Je ne vois pas comment quoi que ce soit pourrait s'organiser. En fait, qu'est-ce qui justifierait, et je te le dis d'emblée, hein, les sondages ne sont pas vraiment une réponse, mais qu'est-ce qui justifierait que Justin Trudeau parte maintenant, change, puis dise OK, je lance une course à la chefferie aujourd'hui, puis je voudrais qu'il y ait un chef au printemps prochain? Ben, ça serait définitivement une mauvaise façon de finir un peu sa carrière politique. Là, d'autres te diraient l'inverse. D'autres te diraient au contraire, il sortirait par la grande porte, pas par la petite, parce qu'il n'aura pas perdu. Il laissera l'odieux de celui qui va lui succéder de faire la prochaine élection et potentiellement de la perdre. Non, moi, je me dis juste, écoute, j'essaye de me mettre un tant soit peu dans ses chaussures. Je ne le suis pas, évidemment, mais j'essaye de me mettre dans ses chaussures. Ça fait 8 ans que je suis premier ministre. Il me reste un peu moins de 2 ans à mon mandat. Je suis pas haut dans les sondages. Si je pars en élection maintenant ou si je cède ma place à quelqu'un pour aller en élection maintenant, ça va sonner la fin de mon parti. C'est pas le bon moment. J'ai été élu pour 4 ans, même si c'est minoritaire, j'ai été élu pour 4 ans. J'ai encore du temps pour livrer ce pourquoi j'ai été élu. Je poursuis. Mm-hmm. Moi, honnêtement, je vois pas... je vois pas pourquoi il partirait. Puis je suis pas là. Ce que je dis là, je sais pas en défense de M. Trudeau ou quoi que ce soit. J'essaie de le dire. Je le dirais pareil si c'était quelqu'un d'un autre parti politique. Dans la configuration actuelle, à mon avis, il changera pas. Ah oui, puis un dernier point. Stratégiquement, les conservateurs sont très hauts dans les sondages, mais ils sont très hauts très tôt. Puis en politique, là, généralement, quand tu es trop tôt, c'est pas toujours une bonne nouvelle. Mm-hmm. Parce que tu pourrais ne faire que baisser par la suite. Ouais. Et c'est pas vrai que d'être à la tête des sondages trop haut, trop fort, trop longtemps, c'est une bonne chose. Hein. C'est pas nécessairement la meilleure des choses à faire. À la limite, j'ai presque envie de te dire que les proches conseillers de Justin Trudeau doivent sans doute lui dire: Monsieur le Premier ministre, à choisir entre Pierre Poilievre très haut dans les sondages aujourd'hui ou dans 1 an et demi, je préfère qu'il soit très, très haut dans les sondages aujourd'hui. Ah ben oui, parce qu'on laisse toujours une marge où il y a plein de choses qui peuvent arriver, puis ça s'est déjà produit par le passé. Ah oui. Moi, je me rappelle, Salim, en 2000, c'était quand leur élection? En 2021. La dernière, ouais. Septembre 2021. 21. Je faisais des émissions, c'était le Car Ride Conversation, puis je suivais un peu ce qui se passait. Puis je me rappelle, fin août 2021, Erin O'Toole était en avant d'un peu plus de 10 points, là, 10 ou 12 points. Puis tout le monde pensait, bon, c'est fini, c'est fini. Avec ces chiffres-là, le prochain gouvernement, c'est un gouvernement conservateur. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé de là jusqu'à la fin des élections, mais Justin Trudeau, he did it. Ça, c'est juste pour aller montrer que il y a plein de choses qui peuvent arriver, surtout durant une élection. Mais quand Justin Trudeau avait déclenché les élections en 2021, il n'était pas si mal dans les sondages. Ouais. Disons que le spin médiatique qui était, à mon sens, qui était justifié, qui laissait dire qu'il y avait un peu d'opportunisme politique, parce qu'en gros, le message, c'était « on a bien géré la pandémie », on vous a aidé, on vous a envoyé la PCU, on a aidé les entreprises à rester en vie, on a été là pour vous.
il est temps maintenant de nous récompenser avec un gouvernement majoritaire. Ça, c'est pas passé. Puis c'est là qu'il a commencé à baisser dans les sondages. Puis il a baissé dans les sondages quasiment tout le long de l'élection, au point où d'ailleurs, Erin O'Toole a eu la pluralité des voix, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de Canadiens qui ont voté pour le Parti conservateur qu'il n'y a eu de Canadiens qui ont voté pour les libéraux de M. Trudeau. La différence, bien sûr, c'est fait dans notre système électoral où, bien sûr, M. Trudeau a récolté plus de sièges parce que le vote conservateur était à l'époque trop concentré dans certaines régions du Canada et particulièrement dans certaines provinces. Ça va être intéressant à suivre, voir qu'est-ce qui se passe parce que ça fait plusieurs mois maintenant que c'est pas mal mouvementé à Ottawa, surtout auprès du caucus libéral. Donc, on va voir comment les choses vont bouger dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On va terminer avec une petite blague, quelque chose de drôle, quelque chose que toi, tu as vécu, moi aussi. Puis on parle de ces lignes, les lignes du jour. C'est pas un secret, là. On sait qu'à chaque jour, à chaque matin, vers 5h30, 6h, il y a un courriel qui rentre. Mais c'est le cabinet c'est le cabinet du premier ministre qui... Ou des fois, c'est même par le bureau du whip. Je pense qu'on les recevait. Je ne me rappelle pas, mais de toute façon, il y avait... Ouais. Les députés le recevaient du bureau du whip, mais généralement, ça venait après l'envoi du cabinet du premier ministre. Donc, en fait, juste pour mettre tout le monde en contexte, oui, tous les matins, le cabinet du premier ministre envoie des lignes de presse au sujet, en fait, sur divers sujets qui sont d'actualité, les envoient aux divers ministres et effectivement aux députés de leur caucus, de manière à ce que s'ils sont questionnés par des journalistes dans les corridors de l'Assemblée nationale, qu'ils soient en mesure de donner un minimum de réponses et aussi pour que le message soit un peu cohérent. Puis, Exactement, tout à fait. Et c'est le cabinet du premier ministre qui récolte toutes ces lignes-là puis qui les envoie. Sauf que là, le cabinet de M. Trudeau a fait une petite... Legault. J'ai dit de M. Trudeau, pardon. De M. Legault. Le cabinet de M. Legault a fait une petite erreur à envoyer ces lignes de presse-là destinées au ministre de M. Legault et aux députés de M. Legault, les a envoyés à qui? Aux journalistes de la tribune parlementaire à Québec. Alors, tous les journalistes ont reçu d'avance ce que les ministres et les députés allaient leur répondre. Une heure ou 2 heures plus tard dans les corridors de l'Assemblée nationale. Alors, c'était très humoristique. Enfin, très humoristique. Je suis sûr qu'ils ont dû s'en mordre les doigts sur le moment. C'est une erreur. Une erreur que le cabinet de M. Couillard à l'époque, de Mme Marois, de M. Charest... ça s'est produit tellement Je pense que ça s'est fait. Il y a au moins une fois par législature qu'on voit ça. Mais... George, ce que je voulais raconter, c'est quelque chose que j'ai trouvé de vraiment très drôle. Oui, ils ont double down, comme on dit, sur l'erreur, et c'est ça que j'apprécie. Mais oui, alors franchement, c'est génial. Moi, je trouve l'idée était absolument somptueuse. C'est que ce qu'ils ont fait, c'est que... Alors, cette erreur-là, c'est l'erreur qu'ils ont commise, ils l'ont commise hier. Là, aujourd'hui, ils ont donné, en fait, ils ont presque donné l'impression qu'ils avaient refait l'erreur. Donc, ils ont envoyé de nouvelles lignes dans le même template, là, le même modèle, écrit de la même manière, présenté de la même manière aux journalistes qui se sont dit, ben là, voyons donc, ils se sont pas trompés une deuxième fois en 2 jours, ça se peut-tu? Puis là, qu'est-ce qu'ils vont? Ben, c'est que là, ils commencent à lire les lignes. Puis, les journalistes commencent à comprendre que le bureau du premier ministre tournait un peu en dérision l'erreur qu'ils ont faite la veille. Donc, je donne un exemple. Bulletin du jour, note du jour. On vous invite. Alors, c'est comme si c'était le cabinet du premier ministre qui a invité les ministres et les députés. Il les invitait à emprunter le tunnel situé sous le Salon Rouge pour arriver directement au caucus sans croiser les journalistes. Et là, les journalistes commencent à se dire, mais alors, voyons donc, ils essayent un peu de nous boycotter. Puis là, Scrum du jour, c'est-à-dire vraiment le sujet du jour qui est en Scrum, en mêlée de presse, si vous voulez.
Le Premier ministre sera au Hot Room, là, cette salle à l'Assemblée nationale où on leur pose des questions, que les médias leur posent des questions, à 9h45 pour annoncer la tyrolienne Québec-Lévis. Donc là, ils étaient en train de tourner un petit peu en dérision le 3e lien, qu'ils le voient maintenant comme une tyrolienne. Ou d'autres sujets un peu farfelus. Par exemple, qu'est-ce qu'on a vu dans les médias? Marie-Mé a déjà fait son sapin de Noël. Alors, le cabinet du Premier ministre invite ses ministres et ses députés à répondre aux médias. Eh bien, on invite tous les Québécois à faire comme Marie-Mé. Cependant, Pierre Fitzgibbon, qui est ministre de l'Énergie, demande d'attendre au 24 décembre pour allumer les lumières. So good. En lien avec Pierre Fitzgibbon qui a invité les Québécois à lancer leur lave-vaisselle la nuit parce que ça consommait moins d'électricité et qu'il y avait moins de pression sur le réseau électrique. Alors, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Comme, par exemple, un autre sujet... Rondelle libre, surprenante renaissance à Vancouver, c'est le titre du journal La Presse. Et les lignes à donner, c'est « Le Premier ministre est un fan de hockey, donc nous sommes tous des fans de hockey. » Parce que, alors, il tourne un peu en dérision cette image que quand le Premier ministre du Québec est d'accord avec quelque chose ou veut quelque chose, il faut que toute la population adhère à ça. Il performe d'ailleurs très bien dans son pool. Il vous invite à continuer d'être poche pour qu'il termine premier. C'est un peu comme la situation politique là actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti politique fort, ce qui lui permet à lui d'être bon dans les sondages. C'est notre sport national, nous sommes nationalistes. Alors écoute, j'ai trouvé ça tellement bon. Très humoristique. Bravo à l'équipe des communications au cabinet du Premier ministre. Moi, ça m'a fait rire très fort. Ben oui. Et tu sais quoi, je vais juste te dire un truc. Ça, et là je suis un peu plus sérieux en le disant, lorsqu'on est capable de faire de l'autodérision, lorsqu'on est capable de rire de nous-mêmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est conscient de nous-mêmes. Et c'est l'une des choses les plus importantes en politique, d'être conscient de soi-même. Les partis politiques qui ne sont pas conscients d'eux-mêmes, généralement, se cherchent des chefs, se cherchent des messies, se cherchent des rapports, se cherchent des trucs. Je sais pas de qui je parle. Non, moi ce que j'aime, c'est que ce type de réponse-là ou d'action, on l'aurait jamais vu il y a 10, 15 ans. Parce que, je sais pas, peut-être qu'on... C'est pas d'être ou de ne pas être sérieux de ta job. C'est juste que, tu sais, le contexte aussi a changé. On peut faire des blagues, puis c'est correct. Puis moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je savais même pas, tu me l'as dit ce matin, mais je dis, God, come on, that's so good. It's good. Voilà. All right, tout le monde, on va mettre fin à l'épisode. Merci encore une fois de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On essaie de grandir notre chaîne et allez nous suivre et vous abonner sur tous les réseaux sociaux et plus particulièrement toutes les plateformes audio, que ce soit Spotify, Apple, Google, n'importe où, on est partout. Merci. Puis on vous voit encore la semaine prochaine. Au plaisir. Ciao tout le monde.